Un grand angle exceptionnel aujourd'hui, plus long, en compagnie également de Jean-Baptiste Urbain, notre chroniqueur culture. Un grand angle consacré à une grande institution culturelle en France, l'Opéra national de Paris, plusieurs fois centenaire, 2 scènes, Garnier et Bastille, et même une 3e numérique, on va en reparler. Grande institution, mais aussi grand défi, son financement, son public, son rayonnement en France et à l'international, l'artistique aussi. L'Opéra de Paris a fait aussi l'actualité dernièrement avec le rapport de la Cour des comptes, le départ de Benjamin Millepied. Merci Stéphane Lissner d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes le directeur de l'Opéra national de Paris depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Vous avez dirigé entre autres le théâtre du Châtelet, le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence et puis aussi la prestigieuse Scala de Milan. Alors d'abord, après 2 ans à la tête de l'Opéra national de Paris, quel bilan en tirez-vous? Dans Le Point, dernièrement, un article qualifiait l'Opéra de Paris de monstre administratif. Est-ce que c'est votre avis? Non, pas du tout. D'abord, le premier bilan que j'en tire, c'est que je crois avoir une certaine légitimité pour parler de l'opéra par rapport à la situation européenne. J'ai travaillé en Autriche, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai travaillé en Espagne, j'ai travaillé en Italie. Je peux vous dire que le savoir-faire et la qualité du travail à l'Opéra de Paris, de mon point de vue, est supérieure à tout ce que j'ai connu aujourd'hui. C'est aussi vrai pour les masses artistiques, orchestre, chœur, ballet. C'est vrai pour l'école de danse. C'est vrai pour les ateliers de construction. C'est vrai pour les ateliers de costumes. Et c'est vrai pour la masse de techniciens qui travaillent dans ces 2 maisons avec des responsabilités très lourdes puisque c'est plus de 400 représentations par an. Donc le premier bilan que je tirerai de ces 2 premières années, c'est la qualité exceptionnelle des 1600 salariés avec lesquels je travaille chaque jour. Alors on dit que vous êtes audacieux, que vous aimez faire bouger les lignes, mais est-ce que c'est possible dans une institution aux traditions aussi bien ancrées que l'Opéra de Paris? Oui, c'est tout à fait possible. La question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire faire bouger les lignes. L'Opéra national de Paris va avoir 350 ans en 2019. Le roi a décidé, après avoir fait une commande d'un opéra, Ercole et Amante, avec Lully et Cavalli, il a décidé de créer l'Académie royale de musique, qui va devenir ensuite, jusque 1875, avec Garnier, l'Opéra de Paris et la construction de Garnier. Puis en 1989, l'Opéra Bastille, qui va donc être un 2e théâtre. Et donc, l'histoire de cette maison a été faite de réformes. Il y a eu des réformes importantes. Faire bouger les lignes, ça veut dire que nous proposons 400 représentations et nous sommes déjà le seul théâtre au monde à avoir chaque soir plus de 4750 places à vendre. Le seul. C'est-à-dire 1 million de places par an. Oui, mais est-ce que c'est pas un monde très codifié, justement? Non, c'est un monde très codifié. D'abord, les répertoires évoluent. Quand je dis des répertoires évoluent, j'entends par là que l'Opéra de Paris présente cette année, par exemple, un opéra du XVIIe siècle jusqu'à un opéra du XXIe. Donc on a un large répertoire sur plusieurs siècles. Ça fait partie de ces missions, d'ailleurs, de créer un répertoire contemporain. On va y revenir avec Jean-Baptiste Urbain. Et on peut prendre un certain nombre de risques par rapport à ce répertoire pour faire découvrir, bien évidemment, des nouvelles œuvres. Mais c'est vrai aussi pour le ballet. Le ballet a une grande tradition, c'est un peu, de mon point de vue, le fil rouge, un peu la continuité de ces 350 ans. On a sûrement la meilleure compagnie aujourd'hui au monde, et je crois aussi bien d'un point de vue classique que d'un point de vue moderne, classique, néoclassique, contemporain, je dirais. Et donc là aussi, l'évolution est exceptionnelle. Les plus grands chorégraphes, régulièrement, viennent chez nous. Mais c'est peut-être dans le ballet que la tradition est la plus pesante et que la réforme est la plus difficile. Je vois l'ancien très bien. directeur de la danse en sait quelque chose. Alors, oui, enfin, l'ancien... Je vous rappelle justement que Benjamin Millepied est parti récemment. Oui. C'était un choix de votre part, Benjamin Millepied, absolument, qui avait été très bien accueilli au départ, et puis il est parti. Oui. Pour des raisons personnelles, officiellement. Oui, alors, il faut faire attention au discours qui consisterait à dire qu'il n'y a pas la possibilité de réformer la maison dans le ballet. D'abord, il faut constater que la journée de travail du ballet a été figée depuis 1983, c'est-à-dire au moment où Nureyev dirigeait ce ballet.
On peut regretter que dans les années qui ont suivi, il n'y ait pas eu de réforme entreprise, d'autant plus qu'il va se passer deux phénomènes importants. En 1989, on va ouvrir l'Opéra Bastille et on va créer l'école de danse de Nanterre. Donc vous imaginez que forcément, à l'époque, avant, eh bien tout ce beau monde, le chœur, le ballet, l'école de danse, l'orchestre, tout le monde était réuni à Garnier. Tout d'un coup, il va y avoir deux nouveaux lieux. Et je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas une réflexion menée sur ces journées de travail. Et donc j'ai demandé à Benjamin Millepied, lorsqu'il est arrivé, de réfléchir sur cette journée de travail pour entreprendre des réformes. Et on ne peut pas dire qu'on n'ait pas eu des réformes, et même on peut dire que les principaux syndicats de cette maison ont joué le jeu de réfléchir avec nous sur des réformes possibles. Donc je pense que l'administration, la difficulté de gérer une compagnie l'a peut-être empêché Benjamin Millepied de continuer ce travail, mais je ne crois pas que ce soit la lourdeur de cette maison. Jean-Baptiste Urbain. Réformer l'opéra, le moderniser, c'est aussi, vous l'avez dit, des nouvelles œuvres. Ça a été le cas, ça a été un peu votre étendard l'année dernière avec l'ouverture de la saison. C'était Moïse et Aaron d'Arnold Schoenberg, mise en scène par Romeo Castellucci. Puis cette année, 17e siècle, avec une œuvre que vous avez exhumée, c'est Cavalli, c'est Elio Gaballo, mise en scène par la nouvelle jeune star du théâtre français, Thomas Joly. Je propose d'en voir quelques secondes. Alors Stéphane Lissner, réformer l'opéra, c'est aussi pas seulement programmer la bohème, la flûte enchantée, Carmen, c'est aussi des œuvres comme celle-ci qui n'ont pas été jouées depuis 350 ans, c'est aussi commander des œuvres, c'est aussi des œuvres comme Samson et Dalila depuis un quart de siècle qui n'ont pas été jouées. Là, vous venez de prendre trois exemples, on va les commenter. Le premier, c'est, au-delà d'Elio Gaballo, pour moi, c'était l'entrée au répertoire de Cavalli. On n'avait jamais donné d'œuvre de Cavalli à l'Opéra de Paris, donc c'est une entrée au répertoire, c'est un compositeur essentiel dans l'histoire de la musique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, commander des œuvres. Oui, c'est la responsabilité de l'Opéra de Paris de commander des œuvres, et je présenterai à partir de cette année un cycle autour de la littérature française, avec Trompe la mort, d'après le roman de Balzac, ensuite Bérénice, d'après Racine, et ensuite Le soulier de satin, de Paul Claudel. Ça, c'est les commandes. Et puis, la troisième chose, vous venez de parler de Samson et Dalila, je dirais que là, il s'agit du patrimoine, patrimoine français, de notre patrimoine. J'ai voulu un cycle Berlioz, pendant les 4 premières années de mon mandat, qui se clôturera avec les Troyens de Berlioz en 1989, 30 ans d'Opéra Bastille, avec l'ouverture des Troyens. Berlioz, Saint-Saëns, Meyerbeer, le grand répertoire, celui qui n'a pas été joué. On n'a jamais donné les Huguenots, par exemple, de Meyerbeer à l'Opéra Bastille. Eh bien, je pense qu'il est temps de le faire. Donc, ce sont 3 points intéressants que vous venez de soulever et qui montrent justement tout ce travail que nous devons faire entre la création contemporaine et aussi faire découvrir des œuvres. Chaque année, j'essaye de faire découvrir même des œuvres du XVIIIe ou du XIXe siècle, de certains compositeurs connus, des nouvelles œuvres. Je pense à Yefta de Handel, je pense à d'autres œuvres que nous allons présenter, car je crois que c'est important aussi de faire découvrir des nouvelles œuvres. Donc les Huguenots, par exemple, c'est la saison prochaine. Non, les Huguenots, j'ai été au-delà. Vous voyez, c'est la rentrée 18-19. Je sens que vous avez envie que je vous parle de ça. Alors je vais vous dire, la rentrée prochaine, l'ouverture de la prochaine, ça sera Don Carlos de Verdi dans la version française, c'est-à-dire la version que l'Opéra de Paris a commandée à Verdi. Et c'est Jonas Kaufmann, Sonia Yoncheva, Ludovic Tézier, Abrazakov et Madame Garancha qui interpréteront les 5 grands rôles de cette œuvre. Je pense les 5 plus grands chanteurs actuels pour ouvrir la saison prochaine. Ça, vous l'annoncez sur TV5 Monde ce soir. Je vous l'annonce. Alors Stéphane Lissner, vous apposez aussi votre patte à l'Opéra National de Paris. Vous avez lancé la 3e scène numérique, digitale. C'est un moyen sans doute d'amener un nouveau public, d'entrer aussi dans le 21e siècle. Mais est-on encore dans le monde de l'opéra ?
Alors, qu'est-ce que c'est que la troisième scène ? Pour moi, la troisième scène, c'est la réponse à une interrogation que je me suis faite double. Il y a des artistes magnifiques que nous ne pouvons pas inviter à l'Opéra de Paris, puisque ces artistes peuvent être des plasticiens, des écrivains, des photographes, tout type d'art. Et en même temps, de l'autre côté, il y a tout un public qui ne vient pas à l'opéra et qui n'a pas de contact avec l'opéra, mais par contre, qui peut avoir un contact avec ces fameux artistes. Donc la troisième scène, c'est une plateforme digitale où j'essaie de faire rencontrer ces artistes d'aujourd'hui et le grand public qui ne vient pas naturellement à l'Opéra de Paris. Et les premiers résultats sont extrêmement encourageants puisque nous sommes à plusieurs centaines de milliers de vues et des grands artistes, je pense à Glenkin par exemple, l'inventeur de la petite sirène de Walt Disney, à Bret Easton Ellis, à Amalric, voilà, à Bonello qui vient de faire un film. Élargir les horizons. Hein. Ça élargit les horizons et je suis convaincu que l'Opéra de Paris, comme ça a été le cas lorsque nous présentons Boris Charmarx, par exemple, dans les espaces publics, je suis convaincu que l'Opéra de Paris doit s'ouvrir forcément à un nouveau public et aller chercher les générations. Et justement, Stéphane Lissner, Jean-Baptiste Urbain, il y a la question des publics. Hein ? Alors, il y a plein de choses. Il y a les avant-premières que vous avez créées pour les moins de 28 ans à 10 €. Oui. Il y a l'opéra au cinéma, en France, mais aussi on est sur TV5 Monde partout dans le monde. Oui. Partout dans le monde. Mais alors, il y a quand même une question, c'est formidable tout ce que vous dites, c'est la réforme, c'est bon, c'est l'opéra de Paris qui entre dans le 21e siècle. Mais si nos spectateurs qui nous regardent, qui sont ce midi à New York, ce soir au Japon, qui veulent prendre pour Noël des places, est-ce qu'on peut avoir des places pour aller à l'opéra de Paris ? On a l'impression que c'est comme un concert des Rolling Stones qu'il faut se mettre à 9h du matin sur le site de l'opéra de Paris. Et là, c'est dramatique, parce que c'est faux. Et c'est vraiment une chose contre laquelle nous luttons. Nous avons, je vais vous donner un chiffre très simple, nous avons 1 million de places à vendre, nous en vendons environ 900 000. Chaque soir, il reste presque toujours quelques places. Si je suis à New York et que je veux aller voir le Lac des Cygnes à Noël, je recommande d'ailleurs dans ce magnifique ballet de Nureyev, ça sera complet. Mais ça ne l'est pas encore. Ça sera complet. C'est sûr, tout le mois de décembre, ça sera complet. On peut acheter des places. Mais surtout, on peut acheter 400 000 places sur le million à moins de 70 €. Donc il y a pour aussi le public qui n'est pas fortuné la possibilité d'acheter des places. Il n'y a pas que des places. C'est ça aussi un des grands débats sur l'Opéra de Paris. On est trop cher. C'est qu'on voilà, oui, 252 € la place en catégorie Optima. On est loin de l'Opéra populaire que voulait François Mitterrand, notamment avec l'Opéra Bastille. Oui, c'est une des missions justement de l'Opéra. Alors là vous prenez là vous pouvez pas faire plus. Là vous avez pris le prix Optima augmenté encore pour certaines soirées exceptionnelles. Mais vous avez raison, ce prix existe. Non. Le prix moyen, aujourd'hui, il est à peu près de 100 €. C'est trop cher. Ça reste quand même vraiment trop cher. Ça exclut toute une partie du public. Ça exclut une partie du public, il n'y a pas de doute, donc je suis convaincu de ça. Nous avons fait des nouvelles propositions. Les avant-premières à 10 € pour les moins de 28 ans, le pass jaune, des abonnements famille. Vous verrez prochainement, le 25 janvier, quand nous allons présenter la prochaine saison, qu'il va y avoir de fortes nouvelles initiatives en direction du public pour pouvoir rendre l'Opéra de Paris le plus abordable et le plus fréquentable possible. Mais c'est un travail de longue haleine et j'essaye, je crois, je le démontre quand même, hein, nous essayons vraiment de nous ouvrir au plus grand nombre parce que c'est absolument nécessaire. Une des grandes problématiques également, c'est la question du modèle économique de l'Opéra de Paris. Vous avez des comptes dans le rouge. Oui. Vous l'avez expliqué pour des raisons sociales, notamment la grève, la contestation sur la loi travail cette année. Est-ce vraiment la seule raison ? Alors oui, la question a été posée. Je vais vous donner des chiffres très simples. Nous avons subi 2 points négatifs. Le premier point, ce sont les grèves. Il y a eu à peu près une douzaine de grèves. Chaque grève était liée aux grèves nationales. Dès qu'il y a eu une grève nationale contre la loi du travail, il y a eu des grèves à l'Opéra Bastille et parfois à l'Opéra Garnier. Pas toujours dans les deux en même temps, parce que parfois, certains syndicats ne souhaitaient pas forcément... Vous savez, on a 2 maisons. Ça peut paraître même parfois un peu surréaliste. On a une maison en grève et une autre maison qui joue. Ça peut arriver. Mais la deuxième chose qui nous a pénalisés, sur lesquelles on a perdu beaucoup d'argent, ce sont les visites de Garnier. Car figurez-vous que Garnier, c'est 800 000 visiteurs par an.
Et nous avons perdu 25% de ces visiteurs qui sont essentiellement étrangers. Et pour nous, c'est une perte... Après les attentats. Après les attentats, bien sûr. Et pour nous, c'est une perte sèche de plus d'1 200 000 euros. Ça, plus les grèves qui ont à peu près engendré une perte de 3 millions d'euros. C'est vrai que nous avons connu des pertes. Et c'est uniquement ça. La très bonne nouvelle, c'est que nous venons de rendre le rapport annuel qui va bientôt être rendu public, qu'on vient d'éditer. Nous avons fait 92,5% de taux de fréquentation et un peu plus de 83% de jauge financière. Et ça, par rapport à l'Europe et par rapport à ce que vivent les États-Unis, vous savez, dans une crise grave au Metropolitan Opera, où on parle de 60 à 65% de taux de remplissage, l'Opéra de Paris se maintient, mais... Il y a un mais. Nous devons réfléchir et travailler car ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il va falloir qu'on trouve des moyens. Piste, rapidement. Les pistes, c'est la piste, c'est la baisse du prix. Mais il y a une autre chose pour terminer sur le modèle économique, c'est que dans les 10 dernières années, le financement public est passé de 56% à 45%. Nous avons perdu 10 points. C'est-à-dire que maintenant, l'État est un actionnaire minoritaire, avec moins de 50%. Et nous sommes la seule institution. Disons-le, si vous regardez les autres grandes institutions, la Philharmonie, la Comédie Française, l'Odéon, nous sommes la seule institution à vendre 950 000 places par an, mais surtout à avoir un financement, un autofinancement supérieur à 50%. Donc vous imaginez pour nous que la billetterie est un enjeu crucial. Merci Stéphane Lissner d'avoir été notre invité, de nous avoir présenté les grands enjeux de l'Opéra national de Paris. Et en bref, avant de se quitter, Jean-Baptiste, l'actualité culturelle avec 2 informations. Oui, pour la 8e édition du Festival Lumière, je suis sûr, Stéphane Lissner, que vous aimez Catherine Deneuve. Oui. Les cinéastes aussi. Et Thierry Frémaux, le patron de Lumière, et Roman Polanski, qui l'a fait tourner dans Répulsion, lui a remis ce grand prix Lumière, prix qu'elle a dédié non pas aux réalisateurs qui l'ont tant aimé, mais écoutez plutôt. Un film de Raymond Depardon qui s'appelle Profil paysan. Et je dédie ce soir ce prix que j'ai reçu à tous les agriculteurs de France. Merci beaucoup. Vive le cinéma! Vive la Catherine Deneuve! Voilà, vive la Catherine Deneuve, imprévisible Catherine Deneuve. Ouais. Et puis un peu d'autopromotion, Jean-Baptiste. TV5 Monde a été honoré hier à Lausanne aussi au Swiss Web Festival. Avec les prix du jury de ce festival qui revient à ce documentaire dont vous allez voir quelques images. Ça s'appelle Bruxelles, l'autre visite. Il est signé Claude Vitiglio, une découverte autrement de la capitale belge et notamment de la Grande Place. Web documentaire à découvrir dès maintenant, Marian, juste après l'émission, gratuitement sur internet, tv5monde.com, où que vous soyez. Ah oui, allez voir, vraiment. Merci Jean-Baptiste, à demain. Merci Stéphane Lissner d'avoir été avec nous.